j'ai payé un loyer pendant des années, mais lorsque ma femme a permis à ses sœurs profiteuses et à sa famille d'emménager avec moi, ma femme a exigé que je paie le double des factures. Alors, j'ai déménagé en cachette et je lui ai dit, j'ai trouvé mon propre appart. Profite bien des fainéants. Je m'appelle Marcus, et pour être tout à fait honnête avec toi, je me suis fait avoir pendant presque 9 ans d'affilée. 9 ans de mariage avec Trisha. Et dès le premier jour, c'était moi qui payais toutes les factures. Le loyer, c'était moi. Électricité, gaz, eau, internet, assurance auto, courses, soirée en amoureux, ses prêts étudiants. Même ses tampons et son maquillage étaient déduits de mon salaire. Et tu sais quoi? Je n'y ai même pas réfléchi à 2 fois à l'époque. Tu vois, Trisha avait tout prévu quand on s'est mis ensemble. Elle allait d'abord construire sa carrière, s'établir, et ensuite on serait ce couple puissant, partageant tout à 50-50e. Ça semblait assez raisonnable pour un homme fou amoureux qui pensait avoir trouvé sa voie. Elle avait de l'ambition, des objectifs, des rêves, tout ce qui te fait croire que tu as touché le jackpot. Le rayon copine. Alors, quand elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour se concentrer sur sa carrière sans se soucier des factures, j'ai répondu présent, comme l'homme bien que je pensais être. J'ai pris des heures supplémentaires à l'entrepôt, j'ai fait des heures supplémentaires dès qu'on me le permettait, et je me suis transformé en véritable machine à sous. Mes potes allaient à l'apéro après le travail, allaient à des matchs de baseball le week-end, partaient en week-end à Las Vegas ou à la plage. Moi, je bossais sans arrêt, rentrant épuisé pour donner tout mon salaire pour maintenir notre petite vie à flot. J'ai abandonné mon abonnement à la salle de sport, arrêté d'acheter des vêtements neufs, sauf si les miens étaient littéralement en ruine, et j'ai oublié ce que ça faisait de gaspiller de l'argent pour quelque chose de stupide juste parce que j'en avais envie. Les passe-temps que j'adorais ont disparu. Je refaisais de vieilles motos dans le garage de mon pote Jack, mais je n'avais plus les moyens d'acheter des pièces. J'adorais jouer au poker avec les copains tous les jeudis soirs, mais $20 par-ci par-là, ça finit par faire des ravages quand on tire le maximum de chaque dollar. Même des choses aussi simples que déjeuner pendant les pauses sont devenues inutiles. Un luxe injustifiable face aux factures qui s'accumulaient à la maison. J'ai commencé à préparer des sandwichs au beurre de cacahuètes tous les jours, comme à l'école primaire. Les vacances sont devenues un mythe dont les autres couples profitaient. Trisha parcourait Instagram en me montrant des photos de ses amis à Cancun ou à Miami, et je hochais la tête en calculant mentalement le nombre d'heures supplémentaires nécessaires pour s'offrir ne serait-ce qu'une escapade d'un week-end. Peut-être que l'année prochaine deviendrait ma réponse par défaut à tout. Peut-être que l'année prochaine nous aurions assez d'économies. Peut-être que l'année prochaine sa carrière décollerait. Peut-être que l'année prochaine je ne porterai pas tout le poids financier toute seule. Mais voilà ce qui me perturbe vraiment aujourd'hui. Je ne me suis jamais plainte. Pas une seule fois. Je pensais que c'était ça l'amour. Vous savez, le sacrifice. Faire passer les rêves de son partenaire avant son propre confort. Je crois sincèrement que si je travaillais suffisamment dur, si je la soutenais suffisamment, nous finirions par arriver à un point où nous contribuerions tous les deux à parts égales. J'avais cette vision de nous repensant à ces premières années difficiles et riant de notre situation financière précaire. Nous avons travaillé dur pour construire quelque chose ensemble. J'aime cette femme de tout mon cœur. Lorsqu'elle était frustrée par un entretien d'embauche raté, stressée par sa dette étudiante ou inquiète de ne pas progresser assez vite dans sa carrière, j'étais là pour lui dire que tout irait bien. Parfois, je croyais en son potentiel plus qu'elle ne croyait en elle-même. Je pensais être le genre de mari que toute femme méritait. Soutien, compréhension, prêt à porter le fardeau pendant qu'elle réfléchissait. Ses sœurs Dana et Kelsey avaient toujours des problèmes d'argent. Et honnêtement, j'avais de la peine pour elles. Des mères célibataires qui essayaient de joindre les deux bouts, qui devaient composer avec des pères de leurs enfants qui disparaissaient dès que les choses devenaient sérieuses. Lorsqu'elles appelaient Trisha en pleurant à propos du loyer à payer ou des fournitures scolaires de leurs enfants, je voyais la douleur dans les yeux de ma femme et je comprenais pourquoi elle voulait aider. La famille, c'est la famille, non? On envoyait 100 par-ci, 200 par-là, tout ce qu'on pouvait pour les aider à traverser les moments difficiles. Je ne les juge jamais. Leur situation. La vie est faite d'erreurs, et tout le monde mérite de l'aide quand on est déprimé. J'ai grandi en comprenant qu'il faut parfois prendre soin de ses proches, même quand c'est gênant. Ma propre famille m'avait souvent aidé quand j'étais plus jeune et plus bête. Alors, je me suis dit que c'était tout simplement normal d'être humain. Mais tout a basculé le jour où Trisha a décidé de les laisser emménager. Sans me le demander,
sans en discuter avec moi, elle m'a juste informé que Dana et Kelsey emménageaient dans notre appartement avec leurs 3 enfants. Du jour au lendemain, notre petit 2 pièces tranquille allait devenir un véritable cirque. Et apparemment, j'étais la seule à ne pas avoir eu mon mot à dire sur cette décision qui allait bouleverser nos vies. La première semaine après le déménagement de Dana et Kelsey, j'ai eu l'impression qu'on avait lâché une bombe en plein milieu de ma vie paisible. Je parle du chaos total, du moment où j'ai franchi la porte après le travail jusqu'à ce que je parvienne à m'endormir malgré le bruit incessant. Notre petit appartement tranquille, qui était autrefois mon sanctuaire, s'est soudainement transformé en une sorte de refuge. C'était un mélange de crèche et de maison d'étudiante. Et j'étais le seul à remarquer à quel point tout était devenu fou. Imaginez. Je rentrais après m'être démené pendant 10 heures à l'entrepôt, impatient de peut-être regarder le match à la télé et de dîner sans avoir à bavarder avec qui que ce soit. Au lieu de ça, j'ouvrais la porte d'entrée et j'étais frappé par un mur de son à vous faire siffler les oreilles. Le plus jeune enfant de Dana, un garçon de 4 ans prénommé Tyler, avait des poumons à réveiller les morts. Ce gamin hurlait pour tout et n'importe quoi. Il n'aimait pas son jus de fruits. Il ne trouvait plus son jouet préféré. Il voulait l'attention de sa mère. Il avait besoin d'aller aux toilettes. Des cris perçants et incessants qui résonnaient sur tous les murs de notre appartement exigu. Les 2 enfants de Kelsey n'étaient guère mieux. Sa fille, Emma, 7 ans, avait l'habitude de courir à toute vitesse dans le salon, sautant par-dessus les meubles comme si elle s'entraînait pour les Jeux Olympiques. Elle avait renversé ma table basse 2 fois en les 3 premiers jours, ma télécommande de télé s'est envolée et j'ai rayé le parquet que j'avais économisé pendant des mois. Son frère aîné, David, avait 9 ans et considérait apparemment notre appartement comme son terrain de jeu. Il jouait à fond à ses jeux vidéo, laissait ses jouets éparpillés partout comme des mines antipersonnelles et claquait les portes si fort que j'avais peur qu'il les fasse tomber de leur gonds. Le désordre était absolument incroyable. Je me réveillais le matin et notre salon ressemblait à une tornade qui aurait déferlé pendant la nuit. Des bols de céréales laissés sur le canapé avec du lait qui couvrait, des taches de jus sur mes meubles, des biscuits Goldfish incrustés dans la moquette que je venais de nettoyer. La table basse, qui contenait peut-être un magazine et la télécommande, était maintenant enfouie sous des livres de coloriage, des crayons cassés, des emballages de bonbons collants et des jouets qui émettaient des bips agaçants lorsqu'on marchait dessus par accident. Notre cuisine était devenue un champ de bataille. Je rentrais à la maison en espérant peut-être prendre une bière et me préparer un bon repas, mais je trouvais chaque plat sale et empilé. Dans l'évier. Les plans de travail étaient couverts de traces de beurre de cacahuète, de jus renversé et de miettes de tous les encas que les enfants avaient dévorés toute la journée. Le réfrigérateur que j'avais rempli de provisions pour la semaine serait pratiquement vide mercredi. Ces yaourts bio hors de prix que j'aimais bien, disparus. La charcuterie avec laquelle j'avais prévu de me faire des sandwichs pour le déjeuner, engloutie. Même ma bière disparaissait, et j'étais presque sûr que David, 9 ans, ne se faufilait pas dans des Budweiser. Dana avait eu le culot de faire comme si tout cela était parfaitement normal. Elle était assise sur mon canapé, les pieds sur ma table basse, à consulter son téléphone pendant que ses enfants détruisaient tout sur leur passage. Quand j'entrais, l'air épuisé et probablement un peu sous le choc, elle levait à peine les yeux. « Oh, salut Marcus », disait-elle, comme si j'étais juste une colocataire et non le type dont le nom était sur le bail et qui payait tout. Les enfants me demandaient si je pouvais acheter d'autres fruits la prochaine fois que j'irais faire les courses. Ils adorent vraiment ça. Pendant ce temps, Kelsey et son petit ami Corey avaient complètement pris possession de notre chambre d'amis, comme s'ils avaient signé leur propre bail. Corey était ce loser au chômage qui passait ses journées à jouer à des jeux vidéo sur une console qu'il avait réussi à s'offrir malgré sa fauchée. Il dormait jusqu'à midi, se promenait en caleçon, mangeait mes plats et laissait des serviettes mouillées partout sur le sol de la salle de bain. La chambre d'amis, qui était autrefois mon bureau, où je payais les factures et gérais les papiers importants, était désormais leur nid d'amour, et je ne pouvais même pas y aller pour faire mes courses sans avoir l'impression d'envahir leur espace. Le pire, c'était qu'ils se comportaient comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Quand j'essayais de ranger leur désordre ou que je leur demandais de faire moins de bruit parce que je devais me lever à 5 heures du matin pour aller travailler, on me regardait comme si j'étais une maniaque du contrôle. Dana levait les yeux au ciel et marmonnait quelque chose comme quoi j'avais besoin de me détendre. Kelsey faisait des commentaires passifs-agressifs sur le fait que certaines personnes ne supportaient pas la présence de leur famille. Et dans toute cette folie, Trisha faisait comme si tout allait parfaitement bien. Quand j'essayais de lui parler de la folie qui régnait dans notre maison, elle haussait les épaules et disait « Ils sont de la famille.
Marcus, on doit se soutenir. Elle me regardait comme si j'étais égoïste de vouloir un peu de paix dans mon propre appartement. Sois patiente, me disait-elle. Dana disait qu'ils avaient juste besoin d'un mois pour se remettre sur pied. Ce mois-là s'est transformé en 3 des plus longs mois de ma vie. J'aurais dû le voir venir. Avec le recul, tous les signes étaient là, mais j'imagine que j'étais trop occupé à garder la tête hors de l'eau pour remarquer que quelqu'un était sur le point de me faire sombrer. C'était un jeudi soir, et je venais de rentrer d'un autre service de 12 heures. J'avais un mal de dos à force de soulever des cartons toute la journée. Mes pieds hurlaient sous mes bottes de travail, et tout ce que je voulais, c'était boire une bière fraîche et peut-être regarder la télé sans que les enfants courent partout en criant à propos de Pokémon ou de quoi que ce soit qui les obsédait cette semaine-là. Mais au lieu de ce simple plaisir, je me suis retrouvé dans ce qui ressemblait à une embuscade. Trisha m'attendait dans la cuisine, l'air sérieux. Le genre d'expression qui vous donne immédiatement la nausée parce que vous savez que quelque chose de grave est sur le point d'arriver. Elle avait les bras croisés et il y avait ce carnet devant elle sur le comptoir, avec des chiffres écrits partout. Je voyais bien qu'elle se préparait pour cette conversation, répétant probablement son texte pendant que je me démenais au travail pour nourrir et loger tout le monde. Il faut qu'on parle des factures, a-t-elle dit, sans même prendre la peine de me saluer ni de me demander comment s'était passée ma journée. Directement aux choses sérieuses, comme si j'étais une sorte d'associé et non son mari qui portait toute la charge financière du foyer depuis des années. Sa façon de dire ça a immédiatement fait grimper ma tension artérielle, car je savais que ce qui allait suivre allait me compliquer encore plus la vie. J'ai posé ma boîte à lunch sur le comptoir et j'ai essayé de garder un ton calme. Et les factures, ai-je demandé. Même si j'avais une idée assez précise de la direction que prenait cette conversation, je voyais nos factures grimper de mois en mois depuis que ses sœurs avaient emménagé. La facture d'électricité avait presque doublé, car nous avions maintenant 5 personnes de plus pour faire fonctionner la climatisation, laisser les lumières allumées, charger les téléphones et les tablettes, et laisser la télévision allumée du matin au soir. La facture d'eau était exorbitante à cause des douches, des lessives et de la vaisselle supplémentaire. Avec plus de gens qui utilisent l'eau, l'électricité et la nourriture, il est normal que vous contribuiez davantage, a-t-elle dit comme si elle expliquait une évidence à un enfant. Ça. Formulation m'a donné envie de rire, si ce n'était pas si insultant. Contribuer davantage. Je contribuais déjà à tout. Chaque centime qui sortait de cet appartement provenait de mon salaire, de mes heures supplémentaires, de mon sacrifice. Je clignais des yeux en essayant de comprendre ce que j'entendais. Je paye déjà tout, lui rappelais-je en essayant de cacher ma frustration. Le loyer, les charges, les courses, Internet, l'assurance auto. Tout ce qui fait tourner cette maison vient de mon argent. Que contribue exactement Dana, Kelsey ou Corey à ce foyer, à part le bruit et le désordre? C'est là qu'elle m'a vraiment révélé qui elle était devenue. Elle croisa les bras plus fort et prit un air défensif, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Ils ont des difficultés, Marcus. Ils font de leur mieux. Tu as un bon travail. Tu gagnes bien ta vie. Et ils traversent une période difficile. Tout ce que je te demande, c'est de doubler ton virement ce mois-ci pour qu'on puisse couvrir les dépenses supplémentaires. Double mon virement. Comme si j'étais une sorte de distributeur automatique auquel elle pouvait demander plus d'argent quand elle en avait envie. Comme si le fait que je me démenais déjà pour subvenir aux besoins non seulement d'elle, mais aussi de 5 personnes supplémentaires, n'était pas suffisant. Elle voulait que je travaille encore plus dur, que je me sacrifie encore plus pour que ses sœurs puissent continuer à vivre en retraité sans rien apporter au foyer. Double, répétais-je en essayant de comprendre ce qu'elle demandait. Trisha, je suis déjà à bout de souffle. Je travaille 60 heures par semaine. Je ne me suis pas acheté de nouveaux vêtements depuis plus d'1 an. Je mange des sandwichs au beurre de cacahuète tous les midis pour économiser. Et maintenant, tu veux que je double ce que je paie déjà. Mais tout ça ne l'intéressait pas. Elle me voyait juste comme la solution aux problèmes des autres. Écoute, ce n'est que temporaire, dit-elle, reprenant le même raisonnement qu'elle me répétait depuis des mois. Une fois que Dana se sera remise sur pied et aura trouvé un travail, une fois que Kelsey aura compris sa situation avec Corey, tout rentrera dans l'ordre. Mais pour l'instant, on doit tous se serrer les coudes en famille. Se serrer les coudes en famille. C'était fort, vu que j'étais la seule à faire quelque chose. Tous les autres étaient du voyage, profitant du fruit de mon dur labeur tout en faisant comme si je leur devais quelque chose pour le privilège de les soutenir. Ce soir-là, je suis resté assis dans ma voiture sur le parking de notre immeuble pendant plus d'1 heure,
moteur éteint, à réfléchir. Ce silence était le plus apaisant que j'avais connu depuis des mois, et je n'étais pas prêt à retourner chez moi, à affronter le chaos et les exigences qui m'attendaient. J'étais assis dans le noir à regarder les autres rentrer chez eux, me demandant si l'un d'eux subissait le même genre de situation que moi. C'est là que j'ai réalisé. Je ne vivais pas avec ma famille. Je finançais un groupe de profiteurs qui ne me voyaient que comme un simple salaire. Je payais les factures doublées, non pas parce que j'étais d'accord, non pas parce que je trouvais cela juste, et certainement pas parce que j'en étais content. Je les payais parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour savoir ce que j'allais faire face à la situation dans laquelle je m'étais retrouvé piégé. Mais payer ces factures, c'était comme avaler du verre brisé. Chaque dollar qui sortait de mon compte me rappelait que je n'étais plus qu'un distributeur de billets pour une bande de gens qui se fichaient éperdument de mon bien-être. Le pire, ce n'était même pas l'argent. C'était le fait que j'étais devenu un étranger chez moi. Cet endroit qui était mon refuge, mon sanctuaire après de longues journées de travail, était devenu un territoire ennemi, où j'avais l'impression de marcher sur des œufs à chaque instant. J'ai commencé à tout faire pour éviter de passer du temps dans mon propre appartement, ce qui est probablement la chose la plus rétrograde que vous ayez jamais entendue. Mais c'était le seul moyen de préserver le peu de raison qui me restait. J'ai commencé à rentrer tard après le travail, à errer sans but dans des quartiers que je n'avais jamais explorés, juste pour tuer le temps jusqu'à ce que je me dise que tout le monde serait endormi. Je restais assis sur les parkings des McDonald's à consulter mon téléphone, où je me rendais au Walmart ouvert 24h24 et je flânais à la recherche de choses inutiles, n'importe quoi pour éviter de rentrer chez moi et de retrouver le cirque qui m'attendait. Certains soirs, j'allais à la salle de sport dont j'avais annulé l'abonnement et je restais assis sur le parking à regarder les autres entrer et sortir. Je me souvenais de ce que c'était que d'avoir des loisirs et du temps libre. Le travail est devenu mon échappatoire, ce qui n'est pas peu dire quand on se plaignait souvent de mon travail à l'entrepôt. J'ai commencé à me porter volontaire pour chaque heure supplémentaire qui se présentait. Non seulement parce qu'on n'avait plus que jamais besoin d'argent, mais aussi parce que ça me permettait de rester loin de chez moi plus longtemps. Mon supérieur pensait probablement que j'avais soudainement développé une éthique de travail incroyable, mais en réalité, je fuyais simplement ma propre vie. Je prenais mes pauses déjeuner dans ma voiture au lieu de la salle de pause, mangeant des sandwichs de la station-service en écoutant la radio sportive, faisant semblant pendant 30 minutes d'être un type normal avec des problèmes normaux. Même le dîner devenait une opération stratégique. Je prenais un truc au drive et je le mangeais dans ma voiture avant de rentrer, car rester assise à ma table de cuisine était devenu un véritable cauchemar, je recevais des regards noirs si je tentais de faire respecter les règles élémentaires de propreté ou de bruit. Cory était là, en caleçon, à manger la nourriture que j'avais payée, tout en laissant la porte du réfrigérateur ouverte comme si l'électricité était gratuite. Les enfants de Dana couraient partout en hurlant, tandis qu'elle faisait comme si leur comportement était parfaitement normal. Et c'était moi qui étais bizarre, celle qui voulait un peu de calme en mangeant. La situation aux toilettes était absolument ridicule. J'ai acheté un rasoir électrique il y a environ 2 ans. Rien d'extraordinaire, juste un rasoir Philips correct qui faisait l'affaire et me faisait économiser sur les lames jetables. Je le gardais dans l'armoire à pharmacie de ce qui était autrefois ma salle de bain, où il avait vécu paisiblement pendant des mois sans déranger personne. Mais apparemment, avoir mes produits de toilette dans ma propre salle de bain était désormais un problème. Un matin, je me préparais pour le travail, déjà en retard, car quelqu'un avait laissé des serviettes partout dans la salle de bain et j'avais dû ranger pour pouvoir prendre une douche. J'ai ouvert l'armoire à pharmacie pour prendre mon rasoir et Dana était juste derrière moi, les bras croisés, me regardant comme si j'avais fait quelque chose de mal. « Oh, désolé », a-t-elle dit d'un ton sarcastique qui montrait clairement qu'elle ne regrettait rien. « Mais tu ne devrais vraiment pas laisser ton rasoir ici. Les enfants utilisent aussi ces toilettes. Et il est dangereux de laisser des objets tranchants à portée de main. » Elle a dit ça comme si j'étais une sorte d'idiote irresponsable qui mettait des enfants en danger en rangeant mes affaires personnelles dans ma propre armoire à pharmacie. Je l'ai juste fixé une seconde, essayant de comprendre l'audace de ce que j'entendais. Cette femme qui vivait dans mon appartement, mangeait ma nourriture, utilisait mes appareils, me disait maintenant où je pouvais ou ne pouvais pas ranger mes affaires dans ma propre salle de bain. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste pris mon rasoir et je suis sorti, car j'étais déjà en retard au travail et je n'avais pas l'énergie de me disputer. Cet après-midi-là, en rentrant épuisé et voulant juste prendre des céréales avant de m'effondrer sur le canapé, j'ai ouvert le garde-manger et je l'ai trouvé pratiquement vide. Kelsey se tenait juste là, dans la cuisine, et quand elle m'a vu l'air confus, elle a juste haussé les épaules comme si de rien n'était.
Oh, désolé. Les enfants ont fini les céréales ce matin, a-t-elle dit avec désinvolture, comme si elle parlait de la météo. Tu devrais probablement refaire les courses bientôt. On est à court de presque tout. C'est là que j'ai vraiment compris. Je ne vivais pas avec ma famille. Je finançais un groupe de profiteurs qui ne me voyaient que comme leur soutien personnel. Si quelqu'un m'avait dit que ma vie allait changer à cause de quelque chose que j'ai entendu un mardi soir, je me serais probablement moqué. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et avec le recul, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir été au bon endroit au bon moment pour enfin voir la vérité sur ce que ces gens pensaient vraiment de moi. Parfois, l'univers a une drôle de façon de vous ouvrir les yeux quand on en a le plus besoin, même quand la vérité fait mal au ventre. Je venais de terminer l'un des quarts de travail les plus pénibles que j'ai eu depuis des mois. On manquait de personnel à l'entrepôt parce que 2 gars s'étaient déclarés malades, ce qui nous obligeait à prendre le relais. J'avais soulevé des cartons et géré l'inventaire pendant 12 heures d'affilée, et j'avais le dos comme si on m'avait frappé avec une batte de baseball. Mes épaules me faisaient mal, mes pieds me faisaient mal dans mes bottes de travail, et j'étais épuisé par cette fatigue profonde qui survient quand on pousse son corps au-delà de ses limites juste pour être sûr de payer les factures à temps. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison, prendre une bière au frigo s'il en restait, et peut-être regarder la fin du match à la télé avant de m'évanouir sur le canapé. Des plaisirs simples, vous savez, le genre de détente basique que tout homme qui travaille devrait pouvoir espérer après s'être démené toute la journée pour payer le loyer. Mais alors que je montais l'escalier menant à notre appartement, j'ai entendu des voix venant du balcon, et quelque chose m'a fait ralentir et écouter. Cory était dehors, en train de parler à quelqu'un au téléphone, et il riait d'une façon qui m'a immédiatement mis sur les nerfs. Vous connaissez ce bruit quand quelqu'un pense être malin ou s'en tirer impunément? Je ne le voyais pas d'où j'étais, mais sa voix résonnait clairement dans l'air du soir. Et ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Mec, c'est ça la vie, disait-il. Et j'entendais presque son sourire narquois. Loyer gratuit, nourriture gratuite, tout gratuit. Je ne paie pas pour les hommes. Je fais la grasse matinée, je joue aux jeux vidéo toute la journée, je mange ce que je veux et je laisse le mari idiot de la femme payer pour tout. Ce type est tellement idiot, c'est même pas drôle. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai littéralement senti mon cœur s'arrêter de battre pendant une seconde, puis un calme étrange m'a envahi, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas vraiment de la colère, même si ça viendrait plus tard. C'était plutôt un moment de compréhension limpide où tout a soudainement pris sens. Tout s'est mis en place. Leur façon de me regarder, de me parler, de traiter ma maison comme leur hôtel personnel, avec moi comme le personnel bénévole. Je veux dire, ce type bosse comme un dingue, a poursuivi Cory, visiblement en train de s'amuser. 60 heures supplémentaires par semaine, tout ça. Et il distribue son salaire comme un singe. La sœur de ma copine le bête tellement fort que c'en est pathétique. On parle de rester ici jusqu'à l'été prochain, peut-être plus longtemps. Pourquoi partirions-nous? On a tout prévu. Je suis resté là, dans les escaliers, pendant ce qui m'a semblé 1 heure, mais qui n'a probablement duré qu'1 minute ou 2, à laisser ces mots pénétrer mon esprit. Ce bout de moi qui n'avait pas travaillé un seul jour depuis mon emménagement, qui mangeait ma nourriture, utilisait mes charges et laissait son linge sale partout dans ma salle de bain, se vantait auprès de ses amis de ma stupidité. Il comptait rester chez moi 1 an de plus, vivre de mon dur labeur tout en me traitant de pathétique dans mon dos. Le pire, c'est qu'il avait raison sur un point, je m'étais comporté comme un idiot. J'étais tellement concentré sur mon rôle de gentil, de mari bienveillant, de père de famille qui prend soin de tout le monde que j'avais complètement perdu de vue mon propre amour-propre. J'avais laissé ces gens faire de moi leur distributeur automatique de billets personnels, et ils n'avaient même pas la décence de faire semblant d'en être reconnaissants. Plus tard dans la soirée, après que Corey soit rentré et que tout le monde se soit installé pour la soirée, Trisha s'est approchée de moi avec la même expression sérieuse qu'elle avait eue lorsqu'elle m'avait demandé de doubler les factures. J'étais assise sur le canapé, digérant encore ce que j'avais entendu, essayant encore de comprendre comment j'avais pu laisser ma vie devenir si incontrôlable. Marcus, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi avec un air inquiet que je réalise maintenant être complètement faux. Il faut qu'on parle de la situation de Dana. Elle est très stressée par l'argent en ce moment et ses enfants ont besoin de fournitures scolaires pour la semaine prochaine. Les courses de rentrée coûtent cher et elle a déjà du mal à joindre les 2 bouts. Je l'ai regardée droit dans les yeux et, pour la première fois de notre mariage, je l'ai vue clairement, non pas comme une épouse aimante qui avait besoin de mon soutien, mais comme quelqu'un qui me voyait exactement comme Corey,
comme un portefeuille ambulant dont l'unique raison d'être était de résoudre les problèmes des autres. « Tu peux l'aider ?» a-t-elle demandé en inclinant la tête avec cette expression d'inquiétude bien rodée. « Peut-être donner quelques centaines de dollars pour les fournitures scolaires. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais la famille prend soin de la famille, n'est-ce pas ?» Je lui ai souri et j'ai vu le soulagement sur son visage, car elle pensait que j'allais céder, comme toujours. « Bien sûr », ai-je dit calmement. « Absolument. » Mais dans mon esprit, j'avais déjà pris ma décision. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant que tout le monde dormait encore après une autre nuit de sommeil. Vivant en retrait dans mon appartement, j'étais assis à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable, me disant que je consultais simplement des appartements en ligne pour le plaisir. Juste par curiosité, rien de sérieux. Je voulais juste voir ce qui se passait, quelles seraient mes options si jamais les choses tournaient mal. Mais au fond, je crois que je savais exactement ce que je faisais, même si je n'étais pas encore prêt à me l'avouer. J'ai commencé par l'essentiel, des appartements T2 à une distance raisonnable en voiture de mon travail. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'espace. Bon sang, je vivais comme un invité chez moi depuis des mois. Bref, tout ce que je voulais, c'était un endroit calme, propre, un endroit qui n'appartienne qu'à moi. En parcourant les annonces, j'ai senti une étrange excitation monter en moi, comme un enfant qui regarde des cadeaux de Noël dont il n'était pas encore censé connaître l'existence. La plupart des logements étaient des complexes d'appartements standards avec des murs fins et une buanderie commune. Et puis j'ai trouvé ce petit T2 dans une petite résidence à environ 10 minutes de l'entrepôt. Les photos montraient du parquet, une cuisine spacieuse, et surtout, l'appartement semblait paisible. Pas de jouets éparpillés, pas d'enfants qui criaient à travers les fenêtres. Aucune trace de chaos ou de drame. Juste un appartement simple et propre où un homme pourrait rentrer du travail et se détendre. Le loyer était raisonnable, lui aussi. Moins cher que ce que je payais actuellement pour notre 2 pièces, ce qui était logique puisque j'y serais seul. Pas de charges supplémentaires pour 5 personnes supplémentaires. Pas de facture de courses qui disparaissait du jour au lendemain. Pas de dépenses imprévues pour les enfants de quelqu'un d'autre. Juste mon loyer, mes factures, ma nourriture, ma vie. Plus j'y pensais, plus cela prenait du sens. J'ai dû fixer ces photos pendant 20 minutes, imaginant ce que ça ferait de franchir cette porte et de savoir que tout ce qu'il y avait à l'intérieur m'appartenait. Personne ne mangerait ma nourriture, n'utiliserait ma salle de bain, ne laisserait ses excréments sur mes meubles ou ne réclamerait mon salaire. Je pourrais ranger mon rasoir dans l'armoire à pharmacie sans me faire remarquer par une femme qui logerait gratuitement chez moi. Je pourrais faire mes courses et m'attendre à ce qu'elle soit toujours là quand je serais à nouveau chez moi. Je suis rentré du travail. Avant même de pouvoir me convaincre, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro indiqué sur l'annonce. Le propriétaire, un homme âgé nommé Franck, a répondu à la deuxième sonnerie et semblait vraiment ravi d'avoir quelqu'un qui était intéressé par la location de son appartement. Nous avons pris rendez-vous pour que je visite l'appartement pendant ma pause déjeuner le lendemain. Et j'ai raccroché, avec le sentiment d'avoir fait le premier pas vers une vie meilleure. Toute la journée au travail, je n'ai pas arrêté de penser à cet appartement. Chaque fois que quelqu'un à l'entrepôt se plaignait de ses conditions de vie ou parlait de ses factures, je me surprenais à calculer mentalement combien j'économiserais en évitant de subvenir aux besoins de 5 personnes supplémentaires. Chaque fois que j'avais mal au dos à force de soulever des cartons, je me rappelais que je travaillais dur pour subvenir aux besoins d'une bande de parasites qui me prenaient pour un imbécile. Le lendemain, j'ai quitté le travail pendant la pause déjeuner et je suis allé visiter l'appartement. Franck m'a retrouvé sur le parking, un homme franc qui a apprécié que je sois arrivé à l'heure et que je sois venu avec des références et des justificatifs de revenus. L'appartement c'était encore mieux en vrai qu'en ligne. C'était calme, propre, et on se sentait comme dans un sanctuaire, comparé au chaos dans lequel je vivais depuis des mois. « Quand est-ce que tu comptes emménager ?» demanda Franck alors que nous étions dans le salon vide. J'ai regardé autour de moi, imaginant mes meubles disposés exactement comme je le souhaitais. J'imaginais rentrer chez moi, retrouver le silence et la propreté, et ma propre nourriture encore dans le réfrigérateur où je l'avais laissée. Je me suis entendu dire, dès que possible, avant même de m'en rendre compte, je remplissais les papiers et faisais un chèque pour la caution et le premier mois de loyer. Franck m'a tendu les clés d'une poignée de main et m'a dit que je pourrais emménager quand je serais prête. Je suis retourné à ma voiture, l'impression de flotter, comme si j'avais pris la décision la plus intelligente de toute ma vie d'adulte. Ce soir-là,
j'ai commencé à planifier sérieusement mon évasion. Je ne pouvais pas simplement annoncer que je déménageais. Cela entraînerait des drames, des disputes, des culpabilisations et probablement des tentatives pour me dissuader ou me faire passer pour la méchante. Tout le monde. Non, cela devait être fait tranquillement, stratégiquement, comme une opération militaire. J'ai commencé à faire des stocks mentaux de ce qui était réellement le mien par rapport à ce que nous avions acheté ensemble. Le canapé, nous l'avions choisi ensemble, mais je l'avais payé. Le téléviseur, mon argent, la vaisselle, le mien. Mais honnêtement, plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que je ne voulais pas prendre la plupart de ces trucs de toute façon. Tout s'est senti contaminé par les souvenirs de la façon dont j'avais été traité, comment ma générosité avait été profitée. J'ai commencé à emballer lentement, soigneusement, ne prenant que les éléments essentiels au début du matin avant que quiconque ne soit éveillé et tardif après que tout le monde se soit couché. Quelques vêtements ici, quelques articles personnels là-bas. Rien qui serait immédiatement remarqué. J'ai même gardé mes clés de voiture silencieuses dans ma poche quand j'ai traversé l'appartement. Se déplacer comme un fantôme à travers l'endroit qui était censé être ma maison. Le samedi matin est venu plus vite que ce à quoi je m'attendais. Et je me suis réveillé à 17h30 avec ce mélange étrange d'excitation et de nervosité que je n'avais pas ressenti depuis que je suis enfant le matin de Noël. C'était ça. Le jour où j'allais enfin reprendre ma vie des freeloaders qui me saignaient à sec depuis des mois. Je planifiais ce moment depuis des semaines, et maintenant que c'était en fait ici, j'ai ressenti ce sentiment de liberté incroyable que je n'avais pas vécu depuis des années. L'appartement était mort, qui était probablement la première fois depuis des mois où je me suis réveillé avec un véritable silence. Cory a été évanoui sur mon canapé, ronflant comme un train de marchandises avec une bouteille de bière vide sur la table basse et une croûte de pizza éparpillée autour de lui comme des confettis. La vue de lui étendu sur mes meubles, complètement à l'aise dans son rôle de moche professionnel, juste renforçait que je prenais la bonne décision. Ce mec vivait de mon travail acharné depuis des mois en m'appelant un suceur derrière mon dos. Et aujourd'hui, c'était le jour où la sauce a finalement pris fin. Je me suis déplacé dans l'appartement comme un ninja, saisissant les valises que j'étais cachées dans le placard de la chambre et les remplissant du dernier de mes éléments essentiels. Vêtements, articles de toilette, documents importants, quelques-uns des objets personnels qui signifiaient réellement quelque chose pour moi. C'était ça. J'ai laissé le canapé que j'avais économisé pendant des mois pour acheter, la télévision grand écran qui avait été ma seule folie lorsque j'ai obtenu ma promotion, les appareils de cuisine que j'avais sélectionnés avec soin et payés avec de l'argent supplémentaire. Rien ne ressemblait à la mienne, de toute façon. Tout avait été contaminé par les souvenirs de la façon dont j'avais été utilisé et manqué de respect chez moi. Alors que je traversais le salon avec mes sacs, j'ai pu entendre les enfants de Dana commencer à se réveiller dans la chambre d'amis, commençant déjà leur routine quotidienne de crier sur les dessins animés et le petit déjeuner exigeant. Tyler pleurait à propos de quelque chose, probablement que sa tasse préférée était sale ou que sa sœur l'avait mal regardée. Le son qui me stressait et ruine mes matins maintenant me faisait sourire parce que je savais que c'était la dernière fois que je devais l'écouter. Dana elle-même a été évanouie dans le fauteuil inclinable la bouche suspendue, portant les mêmes vêtements qu'elle avait hier. Des emballages de collation vides étaient dispersés autour de ses pieds, et il y avait un collant teacher sur ma chaise où elle avait renversé quelque chose et n'avait pas pris la peine de le nettoyer. Cette femme qui m'avait donné des conférences sur où je pouvais garder mon rasoir, qui avait mangé ma nourriture et jugé mon style de vie tout en contribuant absolument à la maison, ressemblait exactement à ce qu'elle était, une mort qui avait trouvé une menie pour la soutenir. Je passais tous devant eux comme s'ils étaient des meubles, se sentant plus léger à chaque pas vers la porte. Plus je me rapprochais, plus j'ai réalisé combien de poids avait été enlevé de mes épaules. Pas seulement le fardeau financier, bien que ce soit énorme, mais l'épuisement émotionnel de vivre avec des gens qui ne me voyaient rien de plus qu'un guichet automatique. Le stress de rentrer à la maison tous les jours dans le chaos et les demandes et les dégâts que je devais nettoyer ou payer. Avant de partir, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai écrit une note sur un morceau de papier. Je l'ai gardé court et doux parce que ces gens ne méritaient pas une longue explication ou une justification de ma décision. Ils avaient fait leur choix et maintenant je faisais le mien. J'ai écrit, j'ai trouvé mon propre place. Bonne chance avec les factures. Profitez des slackers. Je l'ai plié en deux et je l'ai laissé juste là sur le comptoir de la cuisine où Trisha le trouverait quand elle s'est réveillée et a commencé à faire ses demandes matinales. Sortir de cet appartement avec mes valises avait envie de rentrer à la maison après le travail et de me détendre au lieu de marcher dans une zone de guerre.
J'ai chargé mes sacs dans ma voiture et je me suis assis derrière le vol. Cela avait été ma maison depuis près de 3 ans. Quoi qu'il en soit pour l'école ou le divertissement. Des mois, ils allaient avoir à comprendre leurs propres problèmes sans atteindre mon portefeuille. J'ai commencé le moteur, j'ai mis la voiture en voiture et j'ai retiré ce parking sans regarder en arrière une fois. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triste. Et je n'avais certainement pas l'impression d'abandonner quelqu'un. Si quoi que ce soit, j'avais l'impression d'avoir finalement abandonné la version de moi qui avait été assez stupide pour laisser les gens marcher sur lui. Le trajet vers mon nouvel appartement a duré exactement 11 minutes, et c'était comme conduite vers une vie complètement nouvelle. La première chose qui m'a frappé quand je suis entré dans mon nouvel appartement a été le silence. Pas seulement silencieux, beau silence bien béni. Aucun enfant ne crie sur les dessins animés. Aucun adulte ne se disputant sur le tour de faire des plats qu'il ne ferait jamais. Aucun bruit de fond constant des personnes qui pensaient que le monde tournait autour de leurs besoins immédiats. Juste un pur silence paisible qui ressemblait à un luxe que j'avais oublié existait. Je me tenais dans mon salon vide pour 5 minutes solides en n'écoutant absolument rien. Et c'était le plus beau son que j'avais entendu depuis des mois. La mise en place de mon nouvel endroit ressemblait à une thérapie. Chaque article que j'ai déballé, chaque meuble que j'ai organisé exactement là où je le voulais. Chaque décision que j'ai prise sans avoir à considérer l'opinion de quelqu'un d'autre. Tout cela ressemblait à des morceaux de moi que j'avais perdus quelque part en cours de route. J'ai mis ma tasse de café dans l'armoire où je le voulais, sachant qu'il serait toujours là demain matin. J'ai arrangé mes vêtements dans le placard sans avoir à faire de la place pour la merde de quelqu'un d'autre. J'ai même mis mon rasoir électrique juste là dans l'armoire à pharmacie, à l'avant et au centre, car c'était ma salle de bain et je pouvais mettre mes propres effets personnels partout où je suis satisfait. L'expérience de l'épicerie a été absolument époustouflante. J'ai traversé ces allées en train de choisir exactement ce que je voulais manger, des marques que je préférais, des collations que j'ai vraiment appréciées sans avoir à calculer si je pouvais me permettre suffisamment pour 5 personnes supplémentaires qui dévoreraient tout en quelques heures. J'ai acheté la bonne viande de sandwich, le yaourt cher, la bière artisanale qui coûte plus qu'1$ par bouteille. Et je ne me sentais pas coupable d'un seul achat parce que je savais que tout serait en fait quand je le voulais. Le chargement de ces courses dans mon réfrigérateur ressemblait à une expérience religieuse. J'ai placé soigneusement chaque article, sachant que lorsque je rentrais du travail le lendemain, mon jus d'orange aurait toujours du jus d'orange. Ma pizza restante serait toujours des restes de pizza, pas des miettes mystérieuses et une boîte vide. Le fromage de fantaisie sur lequel je faisais des folies serait toujours du fromage fantaisie, pas un emballage dans la poubelle parce que l'enfant de quelqu'un l'avait mangé pour une collation par la suite. La cuisine pour moi est devenue ce plaisir incroyable que j'avais complètement oublié. Je pouvais prendre mon temps, utiliser les ingrédients que je voulais et profiter du processus au lieu de se précipiter pendant que les enfants couraient en criant, et les adultes ont fait des commentaires agressifs passifs sur ce que je faisais. J'ai grillé un steak parfait, je me suis fait de la purée de pommes de terre à l'ail, j'ai ouvert une bouteille de vin que je n'avais pas à partager et j'ai dîné à mon rythme tout en regardant ce que je voulais à la télévision. Le simple fait de s'asseoir sur mon propre canapé semblait révolutionnaire. Personne n'a été étendu sur ses sous-vêtements. Pas d'empreinte digitale collante sur les accoudoirs. Pas de taches mystérieuses de boissons renversées ou de nourriture laissée. Je pouvais m'étirer complètement, monter les pieds, prendre la télécommande sans avoir à négocier avec quiconque sur ce qu'il faut regarder. Je pourrais m'endormir sur mon propre canapé si je le voulais, sans que quelqu'un me réveille parce qu'ils avaient besoin de quelque chose ou devaient me parler de leur dernier drame. Pour la première fois depuis des mois, j'avais de l'espace pour penser, de l'espace pour respirer, de l'espace pour me rappeler qui j'étais alors que je n'étais pas la solution de tout le monde. Regarder des films que je voulais vraiment voir, en prenant de longues douches sans que quelqu'un frappe à la porte parce qu'il devait utiliser la salle de bain immédiatement. J'ai même commencé à cuisiner des repas élaborés simplement parce que je pouvais, juste parce que j'avais le temps, l'énergie et l'espace mental pour profiter du processus. Mon sommeil s'est considérablement amélioré. Plus de mensonges éveillés en écoutant des arguments à travers de minces murs. Plus besoin d'être réveillé en pleurant des enfants ou des adultes qui trébuchent à toutes les heures de la nuit. Je pouvais me coucher quand j'étais fatigué et me réveiller quand mon alarme s'est déclenchée au lieu d'être éveillé par le chaos qui n'avait rien à voir avec moi. J'ai commencé à rêver à nouveau. Les rêves réels au lieu des cauchemars induits par le stress sur les factures et les demandes et ne jamais avoir assez d'argent pour satisfaire les besoins de chacun. La salle de bain est devenue mon sanctuaire. Je pouvais prendre mon temps à me préparer le matin,
garder mes articles de toilette exactement là où je les voulais et ne pas avoir à nettoyer les dégâts des autres avant de pouvoir utiliser mon propre espace. Plus de serviettes mouillées sur le sol. Plus de rouleaux de papier toilette vide. Plus besoin de faire la queue pour utiliser ma propre salle de bain tandis que quelqu'un d'autre a pris une douche de 45 minutes avec mon eau chaude. Même des choses simples comme la vérification de mon compte bancaire sont devenues agréables au lieu de terrifier. Regarder mon équilibre grandir au lieu de disparaître a été une nouvelle expérience qui m'a rappelé pourquoi j'ai travaillé si dur en premier lieu. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour les choses que je voulais, de nouveaux vêtements, peut-être des vacances, certainement des mises à niveau de mon appartement qui le rendraient encore plus confortable. La liberté de venir et de venir comme je le faisais plaisir sans avoir à expliquer mon emploi du temps à quiconque ou à se coordonner autour du chaos des autres était incroyable. Je pourrais travailler tard si je voulais l'argent des heures supplémentaires, ou je pourrais rentrer directement à la maison et détendez-vous. Je pourrais sortir avec des amis sans me sentir coupable de ne pas être à la maison pour résoudre la crise de quelqu'un d'autre. Je pourrais vivre ma vie en fonction de mes propres priorités pour la première fois depuis des années. La période de lune de miel paisible de ma nouvelle vie a duré exactement 3 jours. 3 jours glorieux de se réveiller au silence, de manger ma propre nourriture et de rentrer à la maison dans un appartement propre qui est resté exactement comme je l'ai laissé. 3 jours de se sentir comme un être humain au lieu d'un guichet automatique de marche. Mais j'aurais dû savoir que les freeloaders n'accepteraient pas seulement leur train de sauce disparaître sans se battre. Ils étaient devenus trop à l'aise de vivre de mon travail acharné. Et maintenant que leur billet de repas avait disparu, le désespoir était sur le point de se lancer dur. C'était un mardi soir où mon téléphone a commencé à bourdonner. J'étais assis sur mon canapé, profitant d'une bière que j'ai achetée pour moi-même et c'était encore froid parce que personne ne l'avait bu sans demander. Lorsque le nom de Trish est apparu sur mon écran, pendant une fraction de seconde, je n'ai presque pas répondu. Une partie de moi voulait laisser aller à la messagerie vocale et faire face drame dont elle appelait plus tard, mais la curiosité a eu raison de moi. Je voulais entendre quelle excuse elle allait trouver, quel angle elle allait essayer de me manipuler. Où es-tu? Elle a exigé le second que j'ai ramassé. Non, bonjour, non, comment vas-tu? Juste directement à l'accusation comme si j'étais une sorte d'adolescent en fuite au lieu d'un adulte qui en avait finalement assez d'être utilisé. Sa voix avait cet avantage que j'avais entendu auparavant lorsqu'elle n'arrivait pas. Cela intitulait la colère qui est venue de quelqu'un qui s'était habitué à résoudre leurs problèmes par d'autres personnes. Je suis chez moi, dis-je calmement, en m'installant dans mon canapé et en prenant une autre gorgée de ma bière. Le contraste était incroyable. J'étais ici, détendu et confortable dans mon propre espace alors qu'elle était clairement stressée de devoir faire face à la réalité pour la première fois depuis des mois. Votre place, a-t-elle répété comme si le concept lui était complètement étranger. De quoi parlez-vous? Les factures sont dues, Marcus. Le loyer est dû demain et la société électrique a envoyé un débranché un avis. Vous ne pouvez pas simplement disparaître lorsque nous avons besoin de vous. Et c'était là. La même attitude qui me rendait folle depuis des mois. Pas ça va? Pas. Parlons de ce qui ne va pas. Mais les factures sont dues et vous devez le réparer. Même après avoir trouvé ma note, même après avoir réalisé que j'avais déménagé, sa première préoccupation était toujours mon portefeuille et ce que je pouvais faire pour tout le monde. Pas mon problème, j'ai répondu. Et les mots se sentaient si bien en sortant de ma bouche que j'ai presque souri. Pour la première fois dans toute notre relation, je ne sautions pas automatiquement pour résoudre sa crise ou trouver comment étirer mon chèque de paie pour couvrir les dépenses de tout le monde. Le silence à l'autre bout de la ligne a duré environ 10 secondes avant de commencer avec le voyage de culpabilité. Comment pourrais-je l'abandonner comme ça? Qu'en est-il de toutes les années où nous étions ensemble? À quel point j'étais égoïste? Comment ses sœurs allaient se retrouver dans la rue à cause de ma décision? Les mêmes tactiques de manipulation qu'elle utilisait depuis des mois. Sauf que maintenant ils ont simplement rebondi comme de l'eau duck et le dos. Ce n'était que le début. Au cours des prochains jours, mon téléphone est devenu un champ de bataille. Dana a commencé à m'envoyer des messages longs sur la façon dont je ruinais la vie de ses enfants. Comment elle pensait que j'étais un homme meilleur que cela, comment la famille était censée rester ensemble à travers des moments difficiles. Peu importe qu'elle ne m'ait jamais traité comme de la famille. Je n'étais rien de plus qu'un compte bancaire pour elle dès le premier jour. Kelsey a essayé une approche différente, m'envoyant des SMS sur la déception qu'elle était en moi, comment j'étais cruel envers les gens qui essayaient juste de se remettre sur pied. L'ironie était incroyable.
Cette femme qui vivait dans mon appartement sans loyer depuis des mois, dont le petit ami se vantait de ce que j'étais un aspirant, essayait maintenant de me sentir coupable de ne pas avoir continué à soutenir leur style de vie. Mais la tentative la plus pathétique est venue de Cory lui-même. Ce gars qui m'appelait un mari stupide derrière mon dos avait en fait les balles pour m'envoyer un texto en me demandant si nous pouvions trouver quelque chose. Il a essayé de jouer comme si nous étions des copains, comme je n'avais pas ri de mes dépens en vivant de ma générosité. Il a même suggéré qu'il pourrait peut-être aider autour de l'appartement en échange de mon retour et de continuer à payer les factures de tout le monde. Le droit était absolument époustouflant. Ces gens avaient passé des mois à me traiter comme leur guichet automatique personnel, me montrant zéro respect, profitant de ma générosité, et maintenant que le trajet gratuit était terminé, ils agissaient comme si j'étais le mal. Ils ne pouvaient pas comprendre que leurs actions ont eu des conséquences. Que traiter quelqu'un comme des ordures tout en s'attendant à ce qu'il vous soutient financièrement pourrait éventuellement se retourner. Comme les appels et les SMS n'arrêtaient pas, chacun plus désespéré et manipulateur que le précédent. J'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans ma relation avec aucune de ces personnes. J'ai commencé à bloquer leurs chiffres. Un par un, j'ai coupé leur accès à moi, leur capacité à me culpabiliser ou à me manipuler ou à exiger des choses de moi. Le numéro de Dana bloqué. Le numéro de Kelsey est verrouillé. Les tentatives pathétiques de Cory à la manipulation buddy bloquaient. Même Trisha, après avoir commencé à m'envoyer plusieurs les textes par jour, alternant entre la mendicité et la menace, ont obtenu le même traitement. Avec chaque numéro que j'ai bloqué, je me sentais plus léger, plus libre, plus en contrôle de ma propre vie que depuis des années. 6 mois plus tard, et je peux honnêtement dire que je n'ai jamais regardé en arrière une fois, pas même une seconde. Chaque matin, quand je me réveille dans mon propre lit, dans mon propre appartement, au son de la paix et de la tranquillité, je me souviens à quel point ma vie est devenue meilleure le moment où j'ai cessé de laisser les autres m'utiliser comme solution personnelle à chaque problème qu'ils avaient créé pour eux-mêmes. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de s'éloigner de cette situation toxique et de récupérer ma putain de vie. La transformation a été incroyable. Et je ne parle pas seulement des choses évidentes comme avoir de l'argent dans mon compte bancaire ou pouvoir manger ma propre nourriture. Je parle de récupérer des morceaux de moi que j'avais oubliés existants. J'ai eu cette promotion au travail pour laquelle je me suis cassé le cul. En partie parce que je pouvais enfin me concentrer sur mon travail au lieu de m'inquiéter constamment de la façon dont j'allais étirer mon chèque de paie pour couvrir 5 dépenses de personnes supplémentaires. Lorsque vous n'êtes pas stressé hors de votre esprit sur l'argent 24 juillet, c'est incroyable à quel point votre pensée devient plus claire. Mon superviseur, Dave, m'a retiré environ 2 mois après avoir déménagé et m'a dit directement qu'il avait remarqué une différence dans mes performances de travail. Tout ce que vous avez changé dans votre vie personnelle, continuez à le faire, a-t-il déclaré. Vous semblez plus concentré, plus énergique et franchement, vous n'avez plus l'air de porter le poids du monde sur vos épaules. Cette conversation m'a amené à me mettre à un superviseur de l'entrepôt senior avec une augmentation de salaire de 15%. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Une fois que j'ai cessé de soutenir un tas de rythmes morts, j'ai commencé à gagner encore plus d'argent qui était à moi. Je me suis acheté un nouveau canapé, non pas parce que l'ancien était brisé, mais parce que je voulais un qui était complètement à moi, qui n'avait jamais été dormi par des freeloaders ou taché par les enfants d'autres personnes. Cette belle section gris charbon de bois que j'ai choisi moi-même, payée avec mon propre argent et assemblée dans mon propre salon sans que personne ne me dise où il devrait aller ou se plaindre de la couleur. C'est le meuble le plus confortable que j'ai jamais possédé. Et chaque fois que je m'assois dessus, je me souviens que c'est ce que c'est que de prendre des décisions pour vous-même. Mais le mobilier n'était que le début. J'ai commencé à décorer ma place exactement comme je le voulais, pas à quel point quelqu'un d'autre pensait qu'il devrait ressembler. J'ai acheté des illustrations que j'aimais vraiment au lieu de me contenter de tout ce qui était le moins cher. J'ai eu un joli système de son parce que je pouvais enfin me permettre de m'offrir quelque chose que j'avais toujours voulu. J'ai même fait des folies sur ces rideaux de panne de courant qui coûtaient plus cher que ce que je dépensais pour l'épicerie en une semaine juste parce que je voulais dormir le dimanche sans que personne ne me dise que j'étais paresseux. Mes amis viennent en fait maintenant, ce qui ne s'était pas produit depuis presque 1 an. À l'époque où je soutenais la moitié de la ville de mon appartement. J'étais trop gêné à inviter quiconque à assister au chaos et trop brisé pour héberger quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, maintenant je peux avoir des gens pour Poker Night ou pour regarder le match ou juste pour passer du temps comme le font les adultes normaux. Mon copain Jake est venu le week-end dernier et ne pouvait pas croire à quel point ma place était paisible et propre. Mec, c'est à quoi devrait ressentir une maison, a-t-il dit.
Et il avait absolument raison. Le mois dernier, j'ai eu toute mon équipe pour une fête du Super Bowl, quelque chose que je n'avais pas pu faire depuis des années. J'ai acheté de la bière premium, commandé des ailes dans cet endroit cher du centre-ville, et nous avons eu une explosion absolue sans que personne n'interrompe, de me demander de l'argent ou de me plaindre du bruit. Mike, qui était tellement content que tu sois sorti de cette situation. Nous pensions tous que vous alliez vous perdre complètement. Apparemment, mes amis étaient inquiets pour moi depuis beaucoup plus longtemps que je ne l'avais réalisé, mais ils ne savaient pas comment en parler sans sembler interférer dans mon mariage. La situation du sommeil seul a changé la vie. Je reçois 7 à 8 heures de repos tous les soirs au lieu de mentir éveillé en écoutant des arguments et du drame et des enfants qui pleurent sur la crise qui se passait ce jour-là. Je me réveille rafraîchi au lieu d'être épuisé, prêt à s'attaquer à ma journée au lieu de redouter de rentrer à la maison vers plus de chaos et de demandes. J'ai recommencé à rêver. Les rêves réels au lieu de stress coach sur les factures que je ne pouvais pas me permettre et les gens qui ne seraient jamais satisfaits, peu importe combien je leur ai donné. J'ai même recommencé à travailler, quelque chose que j'avais abandonné quand j'étais trop épuisé de faire des heures supplémentaires pour soutenir tout le monde. Il y a une salle de gym juste en bas de la rue de mon appartement, et je me suis inscrit à un abonnement sans avoir à me soucier de savoir si je pouvais me le permettre. Se remettre en forme a été incroyable pour ma santé mentale et ma confiance. Je me sens plus fort, plus énergique et honnêtement, plus attrayant que depuis des années. C'est incroyable ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas constamment stressé par l'argent et que vous vivez dans un environnement toxique. Mes finances ont fait un 180 complet. Je ne me brise plus. J'économise de l'argent pour la première fois depuis des années. J'ai ouvert un compte d'épargne séparé et j'ai mis de l'argent de côté pour les choses que je veux. Peut-être des vacances l'année prochaine. Certainement de nouveaux outils pour le garage. Peut-être même à chercher à acheter une maison au lieu de louer pour toujours. Lorsque vous ne vous soutenez qu'au lieu d'un ménage entier d'adultes qui refusent de contribuer à quoi que ce soit, c'est incroyable jusqu'où votre chèque de paie peut s'étirer. Je fais des choses que je n'ai jamais pensé pouvoir me permettre. J'ai acheté un nouvel ordinateur portable pour remplacer celui qui s'effondre. J'ai mis en détail ma voiture et j'ai corrigé le bruit de cliquetis qui me rendait fou depuis des mois. J'ai même commencé à mettre de l'argent dans un compte de retraite, ce qui avait été impossible alors que chaque centime allait soutenir les choix de style de vie des autres. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur l'un de mes anciens voisins du complexe d'appartements. Cette femme plus âgée a nommé Madame Rodriguez qui vivait à travers le couloir. Elle m'a rempli ce qui s'est passé après mon départ. Et honnêtement, c'était encore mieux que je l'espérais. Apparemment, la puissance a été coupée environ 2 mois après mon déménagement parce que personne d'autre n'a pris la peine de payer la facture électrique. Le propriétaire a commencé la procédure d'expulsion alors qu'il ne pouvait pas faire de loyer sans mes contributions. Dana et Kelsey ont finalement déménagé, probablement pour aller trouver un autre meunier pour m'ôter. Et la dernière fois qu'elle a entendu, Trisha occupait 2 emplois à temps partiel juste pour se permettre un studio à travers la ville. Madame Rodriguez m'a dit que tout le complexe avait parlé du drame après mon départ. Apparemment, il y avait eu des matchs hurlants dans le couloir, des menaces faites et la police avait été appelée 2 fois pour des troubles domestiques. Ce pauvre homme était la seule chose qui tient cette situation ensemble, a-t-elle dit, sans se rendre compte qu'elle parlait de moi. Une fois qu'il est parti, tout s'est effondré en quelques semaines. Ces femmes ne savaient pas à quel point elles l'avaient bien. Tout ce qui est impartial m'a manipulé. Elle m'avait traité comme un guichet automatique au lieu d'un mari. J'ai pensé aux 9 années que j'avais gaspillées en croyant que si je travaillais assez dur, sacrifiais assez, aimais assez, les choses finiraient par s'améliorer. J'ai pensé à toutes les fois où je doutais moi-même. Je me demande si j'étais égoïste pour vouloir le respect de base dans ma propre maison. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui semblait absolument parfait. Je l'ai laissé à lire et j'ai supprimé le message sans répondre. Cette simple action, ce refus de s'engager avec sa manipulation une fois de plus, ressemblait à la dernière période à la fin de mon ancienne vie. J'ai fini de porter des gens qui n'ont jamais levé le doigt pour moi. J'ai fini d'être le filet de sécurité de n'importe qui pendant qu'ils me traitent comme des ordures. J'ai fini de sacrifier mon bonheur, ma sécurité financière et ma tranquillité d'esprit pour les gens qui ne me voient rien de plus qu'une ressource à exploiter. Cette fois, mon argent, ma paix et ma vie sont à moi. Et je ne donne plus jamais ce pouvoir.